à toutes et à tous. Donc je suis ravie d'être là, de voir un amphi si plein, rempli essentiellement de jeunes. Donc ça, c'est chouette. Et donc aujourd'hui, je vais vous proposer un voyage dans le monde quantique et on va explorer un phénomène purement quantique qui est tout à fait intriguant, fascinant, qui s'appelle l'intrication quantique. Et ce phénomène, il a fait longtemps débat pendant une bonne partie du XXe siècle. Et ce qui a permis d'apporter des réponses assez à l'origine de ce phénomène. Ce sont des expériences de physique qui ont été couronnées l'année dernière par le prix Nobel de physique. Et donc ce prix Nobel de physique a été décerné donc en 2022 à 3 physiciens. Tout d'abord John Clauser, qui est un physicien américain. Donc Alain Aspect, dont vous avez sûrement beaucoup entendu parler ici durant vos études, parce qu'Alain Aspect donc, est un physicien français, directeur de recherche au CNRS, et il est très connu dans la communauté. Et donc il travaille actuellement dans un laboratoire en région parisienne, à Palaiseau, qui s'appelle l'Institut d'optique. Et le dernier physicien est Anton Zeilinger, qui est un physicien autrichien. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont obtenu le prix Nobel de physique ? Ici, je vous ai directement traduit l'énoncé du comité Nobel. Donc, en récompense, pour des expériences avec des photons intriqués, établissant la violation des inégalités de Bell et ouvrant la voie à la science de l'information quantique. Donc, ça veut dire quoi, tout ça ? Déjà, c'est quoi des photons intriqués ? Même, c'est quoi un photon ? C'est quoi ce truc-là, des inégalités de Bell ? Et qu'est-ce que c'est cette nouvelle science de l'information quantique ? Donc, normalement, si je fais bien mon travail, d'ici une petite heure, vous aurez un aperçu de tout ce que ça veut dire. OK ? Donc d'abord, avant de plonger dans le monde quantique, on va démarrer de notre échelle. Donc nous vivons dans un monde qu'on dit classique. Pourquoi ? Parce que le mouvement de tous les objets de ce monde classique est très bien décrit par la physique classique de Newton. Donc par exemple, comme une pomme qui tombe ici. Et donc pour voir des phénomènes intrigants de la mécanique quantique, il faut changer radicalement d'échelle et aller aux échelles beaucoup plus petites. Et donc, la frontière entre le monde classique et le monde quantique est floue. Enfin, on ne sait pas exactement à quel endroit la frontière est donc pas nette entre les deux mondes. Mais pour sûr, quand on arrive au niveau de l'atome, là, on est complètement dans le monde quantique. Donc, les échelles, pour avoir les ordres de grandeur, par rapport à notre monde, ici, il faut aller au niveau de 0,1 nanomètre. Donc, ce qui correspond à peu près 10 milliards de fois plus petit que nous. Okay, donc pour vous donner un ordre de grandeur, donc si on faisait la taille de la Terre, l'atome ferait la taille de la pointe d'un crayon. Okay, donc, et ces deux mondes, le monde classique et le monde quantique, ils obéissent à des lois radicalement différentes. Donc je vais vous en donner 2 exemples. Donc, tout d'abord, on va partir du cas classique. Donc là, on va considérer l'évolution de l'énergie d'un système au cours du temps. Donc par exemple, si on considérait que l'électron de l'atome, il était classique, et bien son énergie, au cours du temps, elle diminuerait progressivement. Et ça, ce qui est très important, c'est que l'énergie, ici, elle est continue. C'est-à-dire qu'entre l'état de l'énergie de départ et l'énergie finale, notre système va prendre toutes les valeurs. Et ça, c'est vraiment une loi qui est valable pour tous les systèmes classiques. Même si l'énergie augmente, descend, ça va toujours être continu. Deuxième point très intéressant, donc ça, c'est ma première expérience. Je répète l'expérience en me plaçant exactement dans les mêmes conditions initiales. Donc je fais l'expérience numéro 2. Et là, qu'est-ce qui se passe ? L'énergie suit exactement la même évolution. Je fais l'expérience une 3e fois. Et là, c'est exactement la même chose. Je pourrais répéter ça jusqu'à l'infini. On aurait exactement le même résultat. Et ça, c'est parce que la physique classique est une théorie déterministe. Donc si on démarre exactement les mêmes conditions initiales, on va suivre exactement la même évolution. Et on peut prédire, en théorie, ce résultat à 100%, de manière 100% déterministe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en quantique, pardon. Alors, regardons comment évolue donc l'énergie de l'électron de l'atome. Donc là, on voit que c'est totalement différent. Okay ? Donc qu'est-ce qui se passe ? Au cours du temps, l'énergie va brusquement diminuer et son évolution est totalement discontinue. Elle a lieu par saut, ce qu'on appelle des sauts quantiques.
et elle est donc quantifiée. Et donc ça, c'est vraiment une loi qui est donc fondamentale en mécanique quantique et qui est propre au système quantique. Et donc entre ces sauts, en fait, ici, cette bande d'énergie ici est ce qu'on appelle une énergie interdite. Donc l'électron, il ne peut pas aller prendre des énergies donc entre ces niveaux. Maintenant, deuxième propriété, c'est que je vais répéter l'expérience. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit que ces sauts quantiques, ils ont lieu à des instants différents. Je vais répéter une troisième fois. Et c'est exactement la même chose. Donc là, en fait, la mécanique quantique ne peut pas prédire quand est-ce que ces sauts vont avoir lieu. Parce qu'on a affaire à une théorie donc probabiliste. Par contre, ce que c'est très bien faire la mécanique quantique, c'est prédire le temps moyen que l'électron va passer dans chacun de ces états. Donc si on répète l'expérience un grand nombre de fois et qu'on fait la moyenne, on tombera sur le résultat prédit par la mécanique quantique. Ok, donc si on résume, d'un côté on a le monde classique, donc énergie, donc évolution continue de l'énergie, et résultat déterministe de l'expérience. Et le monde quantique, où du coup on a une énergie qui évolue de manière discontinue, par saut, de façon quantifiée, et dont l'évolution est probabiliste. Ok, donc pour vous le rappeler, vous pouvez penser qu'en physique classique, c'est comme si on était dans un toboggan. Donc dès qu'on démarre du même endroit, on va toujours mettre le même temps pour atterrir en bas. Tandis que dans le cas quantique, on est plutôt sur un escalier. Donc entre les marches de l'escalier, il n'y a rien. Et surtout, les marches de cet escalier, suivant les différentes descentes, eh ben, elles vont varier au cours du temps. Ok ? Donc maintenant, on va se poser la question, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Au niveau du saut. Parce que si on repart de notre atome ici, avec l'électron dans le niveau de plus haute énergie, on sait qu'à un moment donné, cet électron, il va basculer dans le niveau de plus basse énergie. Et là, petite question, on sait qu'il y a un principe fondamental qui existe à la fois en physique classique et en physique quantique, qui est le principe de conservation de l'énergie. Donc si vous prenez un système isolé, son énergie va être conservée, elle ne peut pas changer. Donc si l'électron perd de manière abrupte de l'énergie, il va forcément devoir donner aussi rapidement l'énergie à l'environnement. Et ça peut se faire en émettant une particule de lumière qui s'appelle le photon. Donc là, vous rencontrez notre premier protagoniste. Donc maintenant, on va faire une petite expérience. Donc on va envoyer de la lumière laser sur notre atome. Donc ce laser va faire en sorte, donc dès que l'électron est dans le niveau du bas, de remonter dans le premier niveau excité, et on va enregistrer du coup l'émission, le signal lumineux de cet atome avec un détecteur. Et donc voici comment une évolution typique de ce signal. Donc la plupart du temps, on n'a pas de signal. De temps en temps, on a un pic d'intensité qui correspond au cas où l'atome va émettre des photons. Et donc ces photons sont émis un par un, et ce qui va donner du coup ce signal discontinu. Et ce qui est important de noter, c'est que le moment où cet atome du coup va émettre des photons, il est totalement aléatoire. Normal, parce que, je vous l'ai dit, nous sommes en mécanique quantique. Ok, donc maintenant, on revient sur les deux niveaux de notre atome ici, que j'ai coloré du coup en bleu et en rose. Et donc ici, on peut toujours rester à raisonner sur l'atome, mais on va se mettre dans le cas vraiment général où on a une particule quantique qui a du coup deux niveaux d'énergie. Donc si cette particule est dans le niveau d'énergie du bas, on va appeler ça l'état bleu, et si elle est dans le niveau d'énergie du haut, on appelle ça l'état rose. Jusque-là, tout va bien. Mais ce que nous prédit la mécanique quantique, c'est que cette particule peut être dans les deux états à la fois. Donc, c'est-à-dire qu'elle peut être à la fois bleue et rose. Et ça, attention, c'est pas du tout un état moyen. Donc, par exemple, si j'ai ce livre-là, s'il était dans cet état-là, il serait à la fois dans l'état ici du haut et du bas. Il ne sera pas dans une moyenne des deux au milieu. OK ? Et ça, c'est ce qu'on appelle la superposition d'états. Donc déjà, c'est très intriguant. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on va mesurer
cette particule. Donc on prend cette particule dans cette superposition et on va placer un détecteur. Donc le détecteur, il va demander à la particule dans quel état es-tu. Et la particule, la moitié du temps, elle va me dire je suis dans l'état bleu ou je suis dans l'état rose. Et la probabilité, c'est 50-50. Donc le résultat est totalement aléatoire. Et ce qui est important ici de mentionner, c'est que la mécanique quantique nous dit qu'avant la mesure, on est vraiment dans cet état de superposition. C'est-à-dire que le résultat aléatoire de la mesure, ici, il ne dépend pas d'un manque d'information de notre, un manque d'information pour nous. Donc par exemple, on va faire une petite expérience là. Alors il y a un moment où j'ai besoin de mes deux mains, donc je vais devoir lâcher le micro. Donc en gros ici j'ai une pièce de monnaie et je vais donc derrière mon dos en fait cacher cette pièce dans une de mes deux mains. Donc j'ai l'impression. Alors, je vais pas reprendre le micro là tout de suite parce que sinon vous allez deviner dans quelle main j'ai ma pièce. Ok, merci. Donc j'ai mis donc la pièce dans une de mes deux mains. Donc maintenant je vous montre mes deux mains et je vais vous dire ok, donnez-moi la prédiction, dans quel état est ma main droite ici. Donc est-ce que c'est dans l'état vide, pas de pièce, ou dans l'état du coup rempli avec une pièce. Donc quelle est votre prédiction? Voilà. Bon, normalement, vous pouvez soit dire donc vide à 50%, une chance sur deux, ou avec la pièce, une chance sur deux. Donc là, dans le cas, j'avais rien, mais la pièce était là. Et ça, en fait, donc cette expérience, merci beaucoup, Fred, cette expérience qui du coup donne un résultat aléatoire pour vous. Le caractère aléatoire provient d'un manque d'information que sur le système, en fait, que vous n'avez pas. Parce que moi, je sais dans quel état est ma main, vu que c'est moi qui ai préparé du coup cette expérience. Mais vous n'avez pas accès à cette information-là. Mais la mécanique quantique nous dit que c'est pas ça, en fait. C'est vraiment dans les deux états à la fois. Et ça, ce phénomène, c'est... Ah oui, donc j'ai oublié de mentionner aussi, c'est que après la mesure, notre particule, si on a eu le résultat bleu, elle va être dans l'état bleu. Et si on a eu le résultat rose, elle va être dans l'état rose. Donc la mesure va détruire cet état de superposition. Et ça, c'est aussi une loi très très importante en mécanique quantique, qui est que dès qu'on va mesurer un système, on va le modifier. Dès que vous essayez de gagner de l'information sur un système quantique inconnu, vous allez automatiquement le modifier. Donc par exemple, c'est comme si vous essayez en classique, pour trouver une analogie, vous essayez de prendre une photo d'un oiseau au vol, donc si vous ne faites pas de bruit, normalement, ça ne va pas le perturber. Mais en quantique, l'équivalent, ça serait que dès que vous prenez la photo, l'oiseau va par exemple changer de place instantanément. Donc ça, c'est quand même très perturbant. Mais on ne va pas s'arrêter là. Parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe si au lieu d'avoir une seule particule, j'en ai deux? Eh bien, je peux étendre cet état de superposition sur deux particules, et on appelle ça un état intriqué. Donc mes deux particules sont dans une superposition d'états. Donc si je vais les détecter, donc à chaque fois, pour chacune des deux particules, la première, je vais avoir 50%, enfin une chance sur deux de l'avoir dans l'état bleu, une chance sur deux de l'avoir dans l'état rose. Et pareil pour la deuxième particule. Donc c'est-à-dire, localement, quand je sépare les particules, le résultat de ma mesure est totalement aléatoire. Mais pour un état intriqué, ce qui se passe, c'est que si je mesure la première particule dans l'état bleu, l'autre particule va être à chaque fois mesurée dans l'état rose. Et ça, 100% des cas. Donc la mécanique quantique nous dit qu'il y a absolument donc 0% de chance pour qu'on mesure les deux particules dans l'état bleu. Et ça, c'est pareil, si on mesure la première particule dans l'état rose, la deuxième va forcément être mesurée dans l'état du coup bleu, l'état opposé. Et donc ça veut dire qu'on a des corrélations parfaites entre les deux particules. Donc si on a des corrélations, ça veut dire qu'elles partagent un lien, qu'elles sont liées. Et que, d'une certaine manière, la mesure sur la première particule influence instantanément la mesure de l'autre. Ça, c'est ce que nous dit la mécanique quantique. Et ce qui est très perturbant, c'est que ce lien quantique, il perdure, même si on sépare fortement les deux particules. Donc là, on va supposer qu'on va réussir à mettre nos deux particules intriquées dans deux galaxies différentes. Donc ils sont séparés par des millions d'années-lumière. Donc là, avant la mesure, l'état des particules est donc indéterminé. Et si on va mesurer ces particules, à chaque fois, on aura donc des résultats aléatoires.
Mais par contre, si on mesure la première particule dans l'état rose, l'autre sera automatiquement détectée dans l'état bleu, même si elles ne peuvent pas communiquer, vu qu'elles sont séparées par des millions d'années-lumière. Et ça, du coup, ces corrélations parfaites à distance, qui agissent comme si la mesure sur l'un influençait instantanément la mesure sur l'autre, c'est extrêmement perturbant. Non? Ça a intrigué énormément, et notamment Albert Einstein. Donc Albert Einstein, il appelait l'intrication quantique une action à distance effrayante. Et on comprend pourquoi, parce qu'en physique, dans notre vision classique, on peut influencer, on peut pas influencer des systèmes qui vont être infiniment, on va dire, éloignés. Et donc lui, il suggérait que la théorie quantique, du coup, eh ben, elle était incomplète, qu'il fallait rajouter quelque chose pour prédire le résultat de ces mesures. Donc, et ça, son hypothèse a été que l'état des particules avant la mesure était prédéterminé, et ceci par ce qu'on appelle des variables locales cachées. Donc, c'est quoi des variables locales? Alors, locales, ça veut dire qu'elles peuvent juste être influencées en fait, par leur environnement proche, et cachées, c'est juste qu'on n'y a pas accès en tant qu'observateur. Okay. Donc là, on va faire une petite expérience du coup classique de variables cachées classiques. Donc en fait, ici, j'ai des enveloppes que j'ai préparées dans deux états. Un état bleu, qui contient une feuille de couleur bleue, et non, l'inverse, du coup, rose, et un état bleu qui contient une feuille de couleur bleue. Donc on va avoir deux protagonistes, parce qu'en général, dans les expériences, du coup, d'intrication, on a deux protagonistes. Nous, en physique quantique, on les appelle souvent Alice et Bob. Donc ici, je vais chercher une Alice, enfin deux Alice d'ailleurs. Tenez, donc vous, l'interdiction de regarder avant. Donc j'ai deux Alice, il faut surveiller. Hein. Et de l'autre côté, je vais avoir deux Bob. Alors, par ici. Ok, donc maintenant, je vais demander à Alice numéro 1 de... Voilà, il m'en de prédire. Est-ce que tu peux prédire le résultat de ta mesure? Je vais dire bleu. Oui, mais quelle est ta probabilité que tu gagnes? 50%. Okay. Donc vas-y, fais la mesure. Bonne pioche. Ok, et donc maintenant, est-ce que tu veux prédire le résultat de Bob numéro 1, là-bas? Je t'ai dit, ah oui, donc j'ai oublié de mentionner que bien sûr, si l'une est bleue, l'autre est rose. Hein. Je vais dire rose. Est-ce que Bob, numéro 1, pourrait faire la mesure, s'il te plaît? Ok. Bon, non, j'allais de l'autre côté. Faut pas oublier de mentionner toutes les règles. Ok. Maintenant, donc, on va voir Bob, numéro 2. Est-ce que tu peux prédire le résultat de ta mesure? Rose. Mais avec quelle probabilité? Ok. Bah, maintenant, mesure. Ok. Est-ce que de l'autre côté, tu peux... Du coup, ici, tu peux prédire le résultat de la mesure de l'autre côté? Bleu. Est-ce que c'est ça? Ok. Je voulais dire que je n'ai pas prévu en avance de donner des couleurs comme ça, genrées aux filles et aux garçons. Donc, d'habitude, j'aurais fait l'inverse. Voilà. C'est l'aléa du direct. Donc, ce que je voulais vous démontrer ici, c'est qu'on a fait en fait une expérience du coup classique. On a prédéterminé à l'avance, j'ai prédéterminé à l'avance le résultat de vos mesures. Quand je vous ai donné l'enveloppe, je savais exactement dans quel état était l'enveloppe. Quel est du coup le résultat de votre mesure. Mais vous, de votre côté, ben, c'était 50-50. Donc il vous manquait ces variables cachées qui déterminaient intégralement l'état de votre enveloppe. Et pourquoi c'est local? Parce qu'en fait, pour changer le résultat de l'enveloppe, bah, il faut que vous déplacez, ouvrir l'enveloppe et changer du coup les feuilles. Ok. Donc ça, c'est la première hypothèse d'Einstein. Et après, donc un autre physicien, Niels Bohr, est arrivé en disant que c'était non pertinent d'essayer de comparer, de calquer du coup une vision classique sur des systèmes quantiques. Parce que fondamentalement, ces systèmes réagissent à des lois, obéissent à des lois totalement différentes. Et notamment, l'état en quantique, l'état d'un système est bien déterminé avant la mesure. Donc on ne peut pas le séparer du processus de mesure. Et donc ce qu'a dit Bohr, c'est que la mécanique quantique
est tout à fait complète. Et il faut juste renoncer à sa vision classique et accepter qu'il y a des systèmes intriqués qui soient liés en fait à distance et dont l'état est indéterminé avant la mesure. Donc, comment trancher entre ces deux visions? Il faut aussi dire que ce débat, il a démarré du coup en 1935. Et là, donc, il a fallu attendre quasiment 30 ans pour commencer à avoir une façon de faire pour trancher entre les deux hypothèses. Et ça, c'était réalisé grâce à l'idée de génie, le coup de génie de John Bell, qui a proposé en 1964 une méthode pour répondre à la question. Et donc sa méthode consiste à mesurer de manière indépendante les deux particules et analyser les corrélations entre les résultats. Okay ? Donc ici, j'ai surligné le mot indépendante, parce qu'ici, c'est vraiment une condition essentielle dans cette expérience. Il faut absolument que la mesure se fasse de manière indépendante. Donc ici, on sait que pour du coup faire cette mesure de manière indépendante, on va devoir séparer les deux particules. Donc si, pareil, on va envoyer la première particule à Alice et la deuxième à Bob. Donc si, toujours pour remplir ce critère d'indépendance, on ne peut pas, à chaque fois, de chaque côté, mesurer la même chose, enfin mesurer dans la même base, poser la même question. Okay ? Pourquoi ? Parce que ça veut dire que si Alice ne change pas de mesure, Bob va pouvoir prédire à l'avance quelle mesure elle va faire. Donc pour ça, de chaque côté, Alice et Bob vont choisir de manière aléatoire deux mesures différentes, deux bases de mesure. Et à ces mesures, il va y avoir deux résultats possibles. Donc tout à l'heure, on avait bleu et rose. Là, on va appeler ça +1 et -1. Donc ils vont répéter leur expérience un grand nombre de fois sur un grand nombre de paires de particules intriquées. Et à chaque fois, pour chacune des 4 configurations, donc 2 x 2, 4 configurations, ils vont calculer les corrélateurs. Donc ici que j'ai appelé, donc c'est 1 par exemple qui est associé à la configuration B1 et A1, et c'est 2 à la configuration B1, A2, etc. Donc qu'est-ce que c'est ces corrélateurs? C'est juste une mesure des corrélations entre les résultats. Donc par exemple, si à chaque fois qu'on mesure les paires de particules intriquées, on obtient tout le temps le même résultat, le corrélateur vaudra 1. Okay ? Et si maintenant, la moitié du temps, on observe les deux particules dans +1 ou -1, c'est-à-dire le même résultat ou dans un résultat différent, moitié-moitié, du coup, à la fin, ça s'annule, ça fait 0. Donc maintenant, on prend ces corrélateurs, on va utiliser une petite formule pour calculer ce paramètre de Bell, ici S. Donc je ne vous ai pas donné la formule, mais elle est très très simple. C'est C1 plus C2 plus C3 moins C4. Vous prenez la valeur absolue et vous avez le paramètre de Bell. Donc c'est hyper simple. Donc maintenant, ce que nous dit le théorème de Bell, c'est que si on se place dans le cas numéro 1, où l'état des particules est prédéterminé à l'avance par des variables cachées locales, et bien ici, ce paramètre de Bell va prendre des valeurs bornées, donc entre 0 et 2. Et donc ce qui est très important, c'est que ce paramètre S, dans le cas classique, va toujours être inférieur ou égal à 2. Et c'est ça qu'on appelle l'inégalité de Bell. Et dans le cas quantique, les valeurs des corrélations vont également être bornées. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la valeur maximale de ce paramètre S pour le cas quantique, vaut 2 racines de 2, donc quasiment 2,82, eh bien, elle est au-dessus de la valeur classique. Et ici, particulièrement, vous l'atteignez quand vous utilisez un état maximalement intriqué. Donc là, ça devient très intéressant. Parce que si vous faites la mesure et vous mesurez donc un paramètre de Bell S supérieur à 2, ces corrélations ne peuvent pas être expliquées par cette stratégie classique. Et donc, vous pouvez la réfuter. Et ça, c'est ce qu'on appelle la violation des inégalités de Bell. Donc tout ça, ça peut paraître un petit peu abstrait. Donc on va faire un petit jeu qui s'appelle le jeu du test de Bell. Donc ici, je dois préciser que je me suis inspirée de la présentation de Nicolas Brunner, qui est un chercheur suisse. Et donc ici, on va se placer dans la même configuration que pour le théorème de Bell. Donc on a deux joueurs, Alice et Bob. Donc avant,
tous les deux donc, devaient décider entre des mesures. Donc là, on va leur poser des questions, 2 questions, donc soit A1 ou A2 pour Alice, et Bob, B1 ou B2. Et à ces questions, à chaque fois, la réponse sera soit +1, soit -1. Donc la même chose. Et deuxième point important, il y a règles que je ne dis pas d'expliquer, en fait, on va savoir qu'on va obtenir, on va gagner, si dans le cas de la configuration A1, B1, Alice et Bob fournissent la même réponse. Pareil pour la configuration A1, B2 et B1, A2. Par contre, si les questions qui sont posées sont A2 et B2, il faudra fournir des questions différentes. Et bien sûr, ces questions sont posées de manière aléatoire. C'est-à-dire qu'à l'avance, Alice et Bob ne savent pas en fait quelles questions on va leur poser. OK ? Donc maintenant, on va essayer de préparer une stratégie pour essayer de gagner le plus souvent possible. OK, donc on regarde ça, on prépare. OK, supposons qu'on nous pose la question donc, à Alice A1 et à Bob B2. B1, pardon. Donc ici. Par exemple, Alice va choisir de répondre +1. Donc si on veut gagner, il faut que Bob réponde la même chose, donc +1. Maintenant, si on dit, bah tiens, si on nous pose jamais A2 et puis B1, bah, il faut pareil que Alice réponde donne la même réponse que Bob. Du coup, ça va être +1 encore pour elle. Et à la question, du coup, B2 posée à Bob, bah, il faut qu'il fournisse pour gagner la même réponse qu'Alice. Donc ça va être +1. Et là, vous voyez que pour le dernier type de questions qu'on va leur poser, donc A2 et B2, ben, c'est pas possible de gagner selon cette stratégie-là. Et en fait, c'est possible de démontrer mathématiquement que dans la stratégie classique, où on décide à l'avance de quelle réponse on va donner, on ne va pas pouvoir gagner plus que 3 fois sur 4. Donc notre score maximal sera 0,75. Mais si on veut augmenter notre score, on a tout intérêt à utiliser la stratégie quantique. Parce que là, grâce à la mécanique quantique, on pourra obtenir un score plus élevé de 0,85. Donc ici, ces scores en fait sont une autre façon d'exprimer les inégalités de Bell. En fait, les inégalités de Bell, c'est un ensemble de formules et à chaque fois, en fait, vous avez une borne classique des corrélations. Et dans le cas quantique, les corrélations prennent une valeur donc plus élevée. Et donc, avant de se lancer dans l'expérience, il y a un point très important à vérifier et qui est lié à donc l'indépendance des mesures. Et il faut absolument interdire toute communication du coup entre les joueurs. Parce que par exemple, dans le cas précis ici, s'il y avait Alice d'un côté et Bob de l'autre, c'est possible, je ne sais pas, de s'appeler, se dire bah, ok, moi j'ai cette question, donc il faut que tu répondes cette question pour gagner à chaque coup. Et dans cette stratégie du coup de triche en fait, qui exploite les failles du système, le score qu'on peut atteindre, c'est 1. Donc au-dessus du score maximal quantique. Donc ça, c'est pour illustrer l'importance de faire en sorte que les mesures des particules soient faites de manière indépendante. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va utiliser comme particules? Donc je dis qu'il faut séparer les mesures. Donc là, il y a un type de système quantique qui est quantique et qui se propage facilement, c'est les photons. Tout à fait, les particules de lumière. Et en effet, donc on va utiliser des paires de photons intriqués. Et là, on va utiliser pour coder en fait la polarisation. Donc ce sera des paires de photons intriqués en polarisation. Donc par exemple, ces photons vont pourraient être dans une polarisation donc, horizontale ou verticale. Mais vu qu'ils sont quantiques, ils peuvent également être dans une superposition des deux. Donc à la fois horizontale et verticale pour la polarisation. Et de cette même façon, on peut avoir des paires de photons intriqués, où quand on mesure du coup le premier photon, il va par exemple choisir de se mettre dans l'état horizontal, et dans ce cas-là, le deuxième photon sera forcément avec la polarisation verticale. Et du coup, vice-versa, si on mesure le premier dans la polarisation donc, verticale. Ok. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va mesurer nos photons? Donc là, on va utiliser des polariseurs. Donc les polariseurs sont juste des filtres qui vont sélectionner
une polarisation de la lumière. Donc en fait, c'est ces mêmes filtres qui sont parfois sur certains de vos verres de lunettes ou qui sont utilisés pour certaines technologies pour les films 3D, sur les lunettes des films 3D. Donc par exemple, on va se mettre dans la base horizontale verticale avec des polariseurs qui vont sélectionner du coup les directions de vibration de la lumière, soit verticale ou horizontale. Et on va décider que si on mesure un photon polarisé horizontalement, on va attribuer le résultat +1 et verticalement le résultat -1. Ok. Et donc je vous ai dit que il faut qu'on ait plusieurs bases de mesure en fait, pour pouvoir basculer entre les différentes mesures. Et par exemple, on peut choisir une autre base, qui est la base donc diagonale antidiagonale. Donc si on a un photon qui est polarisé du coup suivant cette direction, ça va être +1, et -1 suivant la direction perpendiculaire. Ok, donc là, on a tout pour commencer. Donc, en quelle année a eu lieu la première réalisation expérimentale d'une expérience pour tester la violation des inégalités de Bell? Eh bien, en 1972. Et ça, c'était réalisé par l'équipe de John Clauser. Donc ici, ne soyez pas intimidés par ce magnifique dispositif expérimental. Je vais vous l'expliquer en détail. Donc au centre, ici, il y a la source de paires de photons intriqués. Donc comment ça se passe? Ici, cette chose-là, c'est un oven, c'est un four qui va envoyer des ions calcium. Et donc ce faisceau d'ions calcium, il va être éclairé ici par une lampe. Et donc ces ions vont générer donc des paires de photons intriqués en polarisation qui vont aller dans des directions opposées. Donc là, on va collecter à travers de lentilles donc ces photons et les envoyer dans le système de mesure, qui sont constitués d'un polariseur avec un détecteur ici. Et donc de chaque côté, on a la mesure de Bob et la mesure d'Alice ici. Et en bas, là, tout ce bloc compliqué, c'est de l'électronique, pour enregistrer les détections des photons. Donc à partir de ça, on va calculer notre corrélateur S. Et donc ici, John Clauser, dans son équipe, ils ont utilisé une autre formule pour calculer le paramètre S. Et dans leur cas, la limite classique haute, c'était S égale 0. Donc dans le cas classique, S valait toujours inférieur ou égal à 0. Et qu'est-ce qu'ils ont mesuré? Suspense. Ils ont mesuré un paramètre de Bell, S, supérieur à 0. Donc il valait 0,050 plus ou moins 0,008. Donc ici, ça c'est ce qu'on appelle l'incertitude, et ça donne du coup cet intervalle de confiance sur cette mesure. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on a cette distance-là est 4 fois supérieure à cette séparation ici. Donc là, on a une violation claire de l'inégalité de Bell. Donc on est au-dessus de la limite classique. Et ici aussi, je veux insister sur le fait que la durée de cette expérience d'acquisition, c'était 400 heures. Donc 400 heures, c'est plus de 8 jours non-stop. Et ça, en 1972. Sachant que, je dis pourquoi 1972, c'est qu'à l'époque, ils n'avaient pas tous les avancées technologiques dont on bénéficie actuellement. Et donc c'était vraiment un exploit, un tour de force. Mais est-ce qu'on peut critiquer cette réalisation expérimentale? Est-ce qu'il ne manquerait pas quelque chose? Parce qu'ici, en fait, comment est-ce qu'ils ont réalisé leur expérience? Ils ont positionné leur polariseur dans une certaine position. Ils ont du coup enregistré les corrélations. Après, ils ont changé le polariseur pour changer de configuration de mesure. Donc ça veut dire que l'indépendance de mesure, on n'y est pas encore en fait. Pourquoi? Parce que ici, la source, potentiellement, elle va savoir dans quel état, enfin les photons vont pouvoir savoir dans quel état ils vont être mesurés. Donc ici, c'est quelque chose qui manquait pour cette première expérience. Donc là, il a fallu attendre encore 10 ans pour faire cette expérience en dynamique. Et donc ça, c'était l'idée d'Alain Aspect. Et il a réalisé avec son groupe cette expérience en 1982. Donc là, le point très fort de l'expérience d'Alain Aspect, c'est qu'on va changer entre les bases de mesure
durant le temps de vol des photons. Donc on démarre ici avec S, la source de paires de photons intriqués, donc chacun envoyé de chaque côté. Et juste après, ici, en C1 et C2, donc il a placé des commutateurs. Donc ici, ces commutateurs, ils vont permettre de changer. Donc soit ils vont envoyer la lumière donc tout droit, soit ils vont la dévier. Et ici, elle va atterrir sur ce système de détection. Donc de chaque côté, on a nos deux bases de mesure, donc A1 et A2 pour Alice, et pour Bob, donc B1 et B2. Et là, au milieu, encore donc l'enregistrement des détections. Donc, est-ce qu'on a bien du coup des mesures qui sont faites de manière indépendante l'une de l'autre? Ici, du coup, ils ont vraiment pris soin de séparer des deux commutateurs d'une distance de 13 mètres. Et là, quel est le temps que met la lumière pour aller d'un commutateur à l'autre? Donc 13 mètres divisé par c, la vitesse de la lumière, ça fait à peu près 40 nanosecondes. Et ici, les commutateurs, du coup, étaient changés tous les 10 nanosecondes. Donc là, normalement, c'est bon, c'est-à-dire que la détection d'un photon d'un côté ne peut pas influencer la position du commutateur de l'autre, parce qu'ils sont séparés par ce qu'on appelle des intervalles de type temps-espace. OK ? Et donc, qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Suspense. Eh bien, la même chose, ils ont obtenu une violation encore plus forte de l'inégalité de Bell. Donc là, ils ont utilisé une formule donc similaire où la limite classique était également à 0, et ils ont obtenu donc le paramètre de Bell de S égale environ 0,1, donc en violation claire de la limite classique. Et ici, donc, vous voyez déjà, donc, entre 1972 et 1982, eh ben, ils ont pu améliorer, il y avait des nouveaux développements technologiques, notamment les lasers, et ça a permis quand même de faire une égalisation un peu plus rapide. Mais quand même, c'était extrêmement dur, donc à cette époque, de réaliser cette expérience. Et là, à partir de ce moment-là, la communauté scientifique a commencé ça a vraiment permis de commencer à trancher le débat. Parce qu'avant l'expérience d'Alain Aspect, les deux hypothèses, est-ce que ces états intriqués peuvent être expliqués par des variables locales prédéterminées à l'avance, ou est-ce que c'est vraiment un état non local? Eh bien, le débat n'était pas du tout tranché. Donc, pour la plupart d'entre vous qui sont des jeunes nés après la seconde révolution quantique, le fait que l'intrication puisse être vraiment une propriété non locale, ça peut paraître comme évident, mais il y a moins de 40 ans, enfin à peine 40 ans, c'était pas du tout le cas. Donc c'est bien aussi de s'en rappeler. Ok, donc maintenant, est-ce que le débat est vraiment tranché pour de bon? Alors, il y avait encore un petit souci avec l'expérience d'Alain Aspect, donc que je ne vous ai pas mentionné, c'est le contrôle de ces commutateurs ici. En fait, ils étaient contrôlés par deux générateurs qui étaient juste désynchronisés en fréquences, opéraient avec des fréquences différentes. Donc en fait, la modulation n'était pas vraiment aléatoire, mais plutôt pseudo-aléatoire. Et donc pour vraiment vérifier la condition d'indépendance, on veut refaire l'expérience avec du coup une commutation aléatoire entre les deux mesures possibles. Donc là, il a fallu attendre encore plus de temps. Donc en 1998, donc quand même pas si loin de maintenant. Et donc ça, c'est l'expérience qui a été réalisée par le groupe d'Anton Zeilinger. Donc ici, il y a eu deux modifications très importantes dans son expérience. La première est qu'il a changé de source de paires de photons intriqués. En effet, donc, quelques années avant, les physiciens ont réussi, en envoyant des faisceaux laser dans des cristals non linéaires, ils sont aperçus qu'ils pouvaient, que du coup, ce laser pouvait se scinder en deux faisceaux, dont la somme des énergies était pareille, donc c'est ce qu'on appelle la conversion paramétrique, et que si on atténuait suffisamment ce laser de pompe, ça pouvait générer du coup des paires de photons, et qui étaient directement donc intriqués en polarisation. Et l'avantage de ces sources est qu'elles sont extrêmement brillantes, c'est-à-dire que le flux de photons va être très grand.
comparé aux sources atomiques qui étaient utilisées avant par John Clauser et Alain Aspect. Et deuxième point, c'est dans son groupe, ils ont utilisé donc des générateurs de nombres aléatoires très rapides, qui du coup étaient branchés sur ici un ampli et qui allaient changer un modulateur de polarisation qui pouvait faire du coup une bascule de manière aléatoire entre les deux bases de mesure avant la détection. Donc voici le schéma de leur expérience. Donc ici, c'est ce qu'on appelle un diagramme de type temps-espace. Donc n'ayez pas peur. Ici, cet axe ici, ça correspond à la distance, et ici, le temps. Donc au milieu, nous avons la source, et de chaque côté, nous avons Alice et Bob qui sont séparés de 400 mètres. Donc la source va générer ces photons qui vont être envoyés de chacun des deux côtés, et au niveau du point vert, en fait, le générateur de nombres aléatoires va générer du coup un nombre, et la mesure va commencer. Et ce qui est important ici, et ce qui est représenté donc, ici dans le diagramme grisé, c'est que l'influence ici, Bob, au point Z, il peut être influencé au mieux par des points qui sont des événements qui sont arrivés avant le temps 0 au point X. En d'autres termes, ici, ce qu'on représentait en grisé, c'est le cône de lumière. Donc, c'est-à-dire qu'un événement au point X va pouvoir influencer tous les événements qui arrivent après lui dans le cône de lumière. Mais si Z, ici, Bob, est en dehors de son cône de lumière, il ne peut pas l'influencer. Parce qu'ici, on va supposer que aucune information, aucun signal ne peut aller plus vite que la lumière. Donc ça, c'est valable en classique et aussi en quantique. Ok, donc là, on sait que, par exemple, Alice, qui démarre sa mesure, son cône de lumière va partir comme ça, et donc Bob, il est vraiment très très éloigné de son cône de lumière, et donc sa mesure est indépendante. Et donc voici les résultats qu'ils ont obtenus. Donc là, ils ont utilisé donc la formule que je vous ai présentée au début, où la limite classique, c'est S inférieur ou égal à 2. Et ce qu'ils ont obtenu comme valeur expérimentale, c'est une valeur très proche de la valeur maximale des corrélations, donc on était à 2,72. Et ça, c'était 10 secondes d'acquisition. Bon, après, le temps pour mettre en place l'expérience, c'était beaucoup plus long, hein, quand même. Et donc, encore ici, on a une violation des inégalités de Bell, avec une indépendance totale entre la mesure d'Alice et celle de Bob sur chacune de leurs particules. Donc, est-ce qu'on s'arrête là? En fait, tous les tests de Bell, c'est vraiment une histoire de comment peut-on être le parano le plus possible. Quelle faille, en fait, va pouvoir être exploitée par nos variables cachées pour essayer de tricher et augmenter les corrélations. Et donc là, ils se sont dit, la source, elle envoie les photons bien avant la génération du nombre aléatoire. Donc si je trace ici le cône de lumière de la source, elle peut influencer la génération des nombres aléatoires et donc le choix de la base de mesure. Donc il faut, encore une fois, recommencer l'expérience. Donc là, on attend à peu près 10 ans et on réalise cette expérience en séparant cette fois-ci non seulement Alice et Bob, mais également la source de la génération des nombres aléatoires, ici. Et donc là, ils ont fait ça, donc c'était une expérience absolument magnifique, où en fait, ils sont placés entre deux îles des îles Canaries, donc La Palma et Tenerife, qui étaient séparées ici de 144 km. Et ici, la génération de nombres aléatoires était séparée donc d'1,2 km. Et donc là, on a rempli en fait toutes les conditions d'indépendance. Et dans notre jargon, on appelle ça fermer l'échappatoire de localité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faille de localité que nos variables cachées vont pouvoir exploiter pour augmenter les corrélations. Et là, encore, ils ont trouvé une violation des inégalités de Bell avec un paramètre de Bell, donc de 2,37 plus ou moins 0,02, donc bien au-dessus de la limite classique. Donc ici, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer une autre expérience. Ici, donc, ça n'apporte rien par rapport dans le sens où l'hypothèse du coup des variables cachées était déjà réglée avec l'expérience précédente aux Canaries. Mais quand même, le groupe de Pan en Chine, ils ont réussi à faire un test de Bell
avec des photons qui étaient intriqués, qui étaient envoyés depuis un satellite vers 2 stations sur Terre. Et donc ça, encore, ils ont observé donc une violation des inégalités de Bell. Et c'est vraiment remarquable parce que ça vous montre vraiment ça vous illustre le degré d'avancement en fait qu'on a sur le contrôle de ces systèmes. Ok, donc maintenant, est-ce que c'est fini ou est-ce qu'on peut encore trouver des petites failles qu'on pourrait améliorer? Eh bien oui. Parce que si je reviens sur le jeu du test des Bell du début, donc je vous avais dit, OK, dans stratégie classique, score maximal 0,75, quantique, score maximal 0,85, et si on triche, score maximal de 1. Et je vous avais dit, il y a une façon de tricher, c'est d'échanger des informations. Et si on arrive à empêcher ça, on ferme ce qu'on appelle l'échappatoire de localité. Mais il y a une autre façon de tricher, qui est de ne pas répondre à chaque fois. Par exemple, vous pouvez choisir dans vos stratégies de dire OK, je vais répondre que quand on me pose la question A1 et B1. Enfin, quand les deux parties, du coup, on leur pose cette question-là. Et si on choisit à l'avance de répondre tout le temps plus 1, du coup, on va gagner à chaque fois. Parce que si on nous pose une autre question, dire ah non, je ne peux pas répondre. De cette façon, vous pouvez, pareil en fait, avoir un score supérieur. Et ça, si jamais cette condition n'est pas vérifiée, c'est-à-dire qu'on ne détecte pas toutes les particules, on ouvre l'échappatoire de détection. Et ça, c'est pas bon, en fait. C'est encore une autre faille que peut exploiter cette théorie des variables cachées. Donc, pour éliminer cette hypothèse, qu'il n'y ait pas d'autre explication qui puisse expliquer ces corrélations, il faut qu'on détecte les paires intriquées avec une très grande efficacité. Donc, par exemple, pour la formule de Bell dont je vous ai parlé, il faut juste qu'on détecte plus de 82,5% des particules intriquées, des paires de particules intriquées. Et ça, avec des photons, c'est très dur parce qu'en général, les photons, ils ont tendance à se faire absorber et du coup à disparaître le long du trajet. Donc, il a fallu attendre 2015 pour que la première fois, on réussisse à réaliser une expérience de test de violation des inégalités de Bell en fermant à la fois l'échappatoire de localité et celui de détection. Et ça, encore, ça a été réalisé par l'équipe d'Anton Zeilinger et aussi une équipe du NIST en même temps, donc en 2015. Il y a eu, donc, la même année, il y a eu une autre expérience, donc celle qu'on a réalisée du coup à Delft. Donc Guillaume vous a parlé au début, donc en introduction. Et là, en fait, donc cette expérience a été réalisée dans le groupe de Ronald Hanson, où je faisais mon postdoc, donc je la connais un peu. Et ce qu'on a utilisé, en fait, on a utilisé donc non plus des vrais atomes, mais des atomes artificiels. Parce qu'en fait, depuis plusieurs décennies, donc non seulement les physiciens arrivent très bien donc, à contrôler les atomes et les ions donc, un par un, et les photons pareil, mais également à créer et à contrôler des atomes artificiels. Donc ces atomes artificiels ne sont pas des atomes dans le sens où, avec un noyau et des électrons autour, la plupart du temps, ils sont constitués de plusieurs atomes dans une matrice solide en plus, mais ils ont des états quantiques. Donc on peut vraiment les utiliser comme des systèmes quantiques, et donc comme on les appelle les atomes artificiels. Et nous, nos atomes artificiels, c'était des défauts dans le diamant, qui avaient donc une propriété magnétique quantique qu'on appelle le spin. Et on a réussi à intriquer donc, ces défauts en utilisant leurs photons de photoluminescence qu'on venait donc mesurer au milieu. Et cette mesure, en fait, nous générait une intrication à distance. Et ce qu'on a réussi à faire, donc, c'est une intrication entre deux spins distants de 1,3 km. Et je crois qu'actuellement, c'est toujours le record d'intrication entre deux systèmes matériels. Les photons ont le record de la distance d'intrication, mais entre des systèmes matériels, donc composés d'atomes, c'est actuellement le record. Et ce que je voulais dire, c'est que 1,3 km, ça vous laisse plein de place pour faire du vélo, en fait. Et donc, effectivement, on a pu faire du vélo entre des paires de spins intriqués. Donc, tout le monde ne peut pas se targuer d'avoir fait ça, donc je sais que vous êtes jaloux. Bon, on n'a pas senti grand-chose parce que ça ne durait pas très longtemps et on ne savait pas à quel moment ça avait lieu, cette intrication, qui était aléatoire aussi. Générée de manière aléatoire.
Ok, et juste après, il y a aussi la dernière expérience avec ici des atomes intriqués donc dans le groupe de Weinfurter en Allemagne. Donc là, ah oui, et important, naturellement, sinon je vous l'aurais dit au début, toutes les 4 expériences ont observé donc une violation très claire des inégalités de Bell. Donc maintenant, on peut conclure. Donc à chaque fois, donc, toutes ces expériences ont tranché, ont permis de trancher. On a observé une violation des inégalités de Bell. Et donc ces expériences ne peuvent pas être expliquées si on se place dans le cadre classique, où on prédétermine l'état des particules à l'avance. Donc cet état totalement fascinant, intriguant, contre-intuitif d'intrication, on est forcé d'admettre qu'en fait, il existe. Il est vraiment non local. C'est-à-dire que avant la mesure, l'état des particules est non déterminé, mais dès qu'on en mesure une, ça va influencer instantanément la mesure future de l'autre particule. Et donc, quelque part, notre nature est non locale. En tout cas pour le monde quantique. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bon, là, je vais être assez rapide parce que je crois qu'il faut laisser un peu de temps pour les questions. Alors, de cette intrication à distance, il y a quelque chose qu'on peut utiliser, c'est la génération quantique de clés aléatoires. Parce que si vous voulez échanger, par exemple, entre Alice et Bob, des messages secrets et que vous voulez que personne n'espionne vos messages, donc en général, vous voulez prendre votre texte ou votre image, ou convertir ça en suite de 0 et de 1. Vous allez prendre une suite de la même longueur de 0 et de 1 qui va être aléatoire et mélanger les deux. Et comme ça, vous avez un message qui est 100% aléatoire, que vous pouvez envoyer du coup de Alice à Bob. Et le problème, c'est que si Bob récupère ce message, il faut qu'il ait la clé pour déchiffrer. Parce que pour lui aussi, sinon ça va être totalement aléatoire. Et grâce à l'intrication, on peut réaliser une distribution de clés aléatoires à distance. Donc comment? Donc, ici, donc, une tierce personne qui s'appelle Charlie va envoyer donc, chacune des deux particules intriquées, ici les photons, à Alice et Bob. De chacun de leur côté, ils vont réaliser aussi de manière aléatoire des séries de mesures. Et à chaque fois, donc, tout à l'heure, on avait plus 1 et moins 1, là on va voir 0, 1, ça va être la même chose. Après, Alice et Bob vont s'appeler. Ils vont juste communiquer dans quelle base de mesure ils ont détecté leurs particules, leurs photons. Mais ils ne vont surtout pas communiquer le résultat. Hein. Donc, par exemple, ici, ça ne marche pas pour la première mesure, parce que c'est bases différentes. Là, c'est bon, donc on va garder ce résultat. Et ici, c'est pareil, bon, et le dernier, c'est pas bon. Donc, ils vont faire ça pour toutes leurs mesures, jusqu'à ce qu'ils arrivent à avoir donc, leur clé totale, qui va être constituée de chiffres, donc parfaitement aléatoires. De suite de 0 à 1 parfaitement aléatoire. Et ce qui est génial en mécanique quantique, c'est que si jamais il y a un espion qui se met sur la ligne, qui essaye d'intercepter ces particules, je vous ai dit dans l'introduction qu'à chaque fois qu'on veut mesurer un système quantique, on va forcément le perturber. Et cette perturbation, elle va laisser des traces. Et donc ça va notamment diminuer les corrélations s'ils font un test de Bell. Et donc Alice et Bob vont pouvoir s'apercevoir dès qu'il y a un espion qui va essayer d'intercepter leur communication. Et dans ce cas-là, ils vont jeter la clé et recommencer un autre protocole. Et ça, en fait, ça permettrait potentiellement donc, d'échanger donc, de l'information à distance. Et globalement, donc, ça donnait lieu donc, à un champ de recherche qui s'appelle les communications quantiques. Donc l'idée, c'est d'utiliser les photons, qui sont des systèmes quantiques, et de coder l'information dessus. On peut également donc, utiliser les systèmes quantiques pour essayer de réaliser des simulateurs quantiques. Et là, l'avantage, c'est qu'on pourrait simuler des systèmes très complexes, comme par exemple des molécules, des matériaux supra haute température, et qui sont extrêmement durs à simuler avec nos ordinateurs classiques.
Un autre point est la réalisation de calculs quantiques, le fameux ordinateur quantique. Parce que là, la superposition, l'intrication, en fait, ça nous permet un parallélisme massif. Et donc, on pourrait réaliser certains algorithmes de manière très, très efficace, qui sont impossibles à réaliser, encore une fois, avec nos ordinateurs classiques. Et le dernier champ d'exploration est la réalisation de capteurs quantiques, parce que les systèmes quantiques sont parfois donc à la fois très petits et très sensibles à leur environnement. Donc on peut vraiment utiliser ça pour sonder du coup l'environnement et mesurer différents paramètres physiques. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle le champ d'application des technologies quantiques. Et le lien avec l'information quantique, c'est à chaque fois tous ces systèmes quantiques, du coup, on va vraiment coder l'information dessus et utiliser donc ce formalisme commun. Donc je crois que j'arrive à la fin de ma présentation. Je voudrais juste mentionner donc quelques références si vous voulez aller plus loin dans ce monde quantique. Donc ici, il y a un livre que je vous conseille, que j'ai acheté donc de Julien Bobroff, qui s'appelle La quantique autrement. Donc Julien Bobroff, il est chercheur à Paris, et il a pris la vulgarisation du CNRS l'année dernière. Et donc je le connais pas, hein, je l'ai jamais rencontré, et j'ai pas non plus d'action chez Flammarion, mais il est vraiment bien, donc je vous le conseille. Une autre aussi, c'est une web-série qui s'appelle Sur l'intrication quantique, de la chaîne YouTube Photon Jumeaux. Donc il y a énormément de chaînes YouTube qui font des vidéos de vulgarisation, donc je les ai pas toutes vues, mais je sais que celle-là est très bien, donc je vous la conseille. Et notamment là-dedans, vous avez des interviews d'Alain Aspect, de Philippe Brangier et de plein d'autres chercheurs. Et il y a également, donc, mais là c'est en anglais, donc, mais c'est très intéressant, il y a cette interview d'Alain Aspect par Bill Phillips et Dalibard, donc ça s'appelle Experimental Test of Bell's Inequalities, First-Hand Account by Alain Aspect. Et donc il va apparaître bientôt dans un journal, mais vous pouvez le trouver sur un serveur qui s'appelle Archive, qui est un serveur dans lequel en fait les chercheurs viennent mettre en libre accès leurs articles. Et là c'est très bien parce qu'en fait il vous raconte Alain Aspect le cheminement quelque part de ses expériences, de sa pensée, ses rencontres avec et discussions avec John Bell, et donc c'est vraiment très très enrichissant. Donc je vous le conseille. Et là-dessus je vais m'arrêter. Donc merci pour votre attention et du coup on peut démarrer les questions.